continuons d'évoquer l'Angola où jusqu'à 5 ans de prison ont été prononcés contre des fonctionnaires corrompus qui se sont rendus coupables de corruption en facilitant l'accès, en tout cas en facilitant à un certain nombre de fonctionnaires des allègements fiscaux. Et Kofi Kanetom, vous pensez que ce geste de la part du président angolais João Lourenço n'est pas fortuit, il marque son territoire? Non, j'étais en train de mettre des hypothèses, parce que la vie est faite d'hypothèses, et j'étais en train de me dire que c'est bien qu'il ait enclenché cette procédure, parce que c'est une affaire qui a beaucoup marqué le pays. Qui en est au courant? Qu'est-ce que ça peut coûter au pouvoir de Lourenço? Est-ce que c'est par rapport à cet élément que Lourenço est obligé de pouvoir prendre précipitamment des dispositions, puisque ici, je n'ai pas vu dans son programme politique des dispositions qui sont prises pour pouvoir arrêter la corruption. Je n'ai pas vu des sensibilisations qui sont en cours. Je n'ai pas vu des responsabilisations. Je n'ai pas vu des institutions de poules d'enquêteurs pour pouvoir voir qui corrompt et qui corrompt qui. Et je n'ai pas vu la mise en place et l'instauration d'un système de contrôle contre tout ça. Je n'ai pas vu quelque part où on a créé des normes de contrôle et de répression de tout ce qui s'illustreront dans ce truc-là. Et j'ai vu qu'il est l'héritier d'un régime qui a duré 38 ans et que pour durer 38 ans, il faut du moins avoir la confiance de son peuple. Et quand le peuple dénonce une certaine situation, il faut aller dans ce sens, parce que dès que vous êtes dans de l'eau, il faut ramer dans le courant de l'eau. Est-ce que ce n'est pas une façon de ramer dans le sens du courant de l'eau qu'il est obligé de dénoncer, de prendre des gens pour dire que même les plus terribles, je peux les prendre pour pouvoir mériter cette confiance et puis allonger un peu la durée de son mandat? Il y a tellement d'hypothèses qu'il faut émettre aujourd'hui, à moins que des dispositions claires et démocratiques puissent être prises pour pouvoir dire que oui, le monsieur s'illustre dans la lutte contre la corruption. Et je vous disais que c'est des dispositions, quand nous prenons sur l'Afrique, ce problème de corruption est bien connu et a été l'objet des travaux intercontinentaux où 59 pays avaient participé à l'ISO 37001 dont je vous parlais, qui contenait des mesures de prévention, de lutte contre la corruption. Pourquoi les pays tardent aujourd'hui à mettre en application ces éléments dans les pays alors que ça désagrège tous les pays? Alors, à Yves Alognon, la thèse du saupoudrage qu'évoque Kofi Kanetom, est-ce que vous y croyez? Parce que le politique, il ne fait rien sans rien. Oui, le politique, c'est vrai qu'il ne fait rien sans rien. Mais encore que ce qu'il fait soit dirigé dans l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, l'argent rétrocédé, c'est-à-dire les gens qui ont été cooptés pour corruption, je crois que c'est une somme qui reviendra dans les caisses de l'État pour servir à ce peuple. Par exemple, quand je prends le cas de Laurent Gbagbo, qui a libéré Simone Gbagbo, par exemple, et Alassane Ouattara, qui a libéré Simone Gbagbo. C'est-à-dire, c'est un acte fort, c'est un courage. C'est un calcul politique. Il y a un calcul politique. Mais cela il vient de perdre un poids lourd. Non. Maintenant, il faut réinstaller à côté un autre. C'est-à-dire, c'est une compensation. Oui, il faut saluer le courage de l'homme. Même s'il y a des calculs. Oui, mais quand on est dans un océan de corruption, par exemple, comme l'Angola y baigne, une goutte d'eau, qu'est-ce que ça change? Parce qu'il a cité des mesures concrètes. Quand il n'y a pas de mesures concrètes, et puis on met la main sur un individu isolé et puis on le brandit comme un trophée de guerre. Il faut commencer par quelque part. Il faut commencer par sévir. Quand vous prenez je vous ai dit que le monsieur, il est allé jusqu'à arrêter les fils du président. Il les a démis des fonctions. Mais c'est un acte courageux. Ce n'est pas rien. Même s'il y a un intérêt, comme on le dit, après tous les politiques, tout ce qu'ils font, c'est vrai, s'il y a un intérêt. Mais comme je le dis encore, que cela va dans l'intérêt du peuple. On ne va pas dire que... Parce que pour corrompre la corruption, c'est un courage. Par exemple,
Monsieur Caniton vient de dire qu'il y a des gens même qui n'ont pas le niveau requis pour pouvoir travailler à la place qu'il faut. C'est aussi de la corruption. Vous savez, vous allez arriver dans un ministère. Vous allez voir un monsieur déjà qui est à la retraite. Mais je vous dis que vous pouvez être ministre. Si vous voulez envoyer ce monsieur à la retraite, vous risquez de perdre votre poste ministériel. Vous ne savez pas ce qu'est ce monsieur là-bas. Donc, c'est un courage. C'est peut-être ça le système. Hein. Oui, c'est pourquoi il faut saluer quand on pose un acte. Il faut saluer l'acte qui est posé. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est même pas un système, hein. C'est un problème de socialisation. Je vais vous raconter une petite histoire. Je rentre chez un médecin que je connais, je veux me faire arracher la dent, il utilise tout le matériel de l'État, il me fait ça et je lui dis merci, je m'en vais. Et maintenant, je reviens une autre fois pour l'entretien. C'est une expatriée qui était là, elle me fait le truc, elle me dit on se connaît bien, mais il faut soutenir la formation sanitaire, va payer au moins 2000 francs pour les frais de consultation. J'ai réfléchi. Je me suis dit, mais finalement, moi-même, en raison, parce que l'autre était un ami à moi, et il m'utilisait pour détruire mon pays. Combien de personnes ne sont pas dans cette image? Nous-mêmes qui sommes ici, nous en pensons que c'est des grâces qu'on nous fait, alors qu'en réalité, nous détruisons notre pays. Ça fait partie également d'une corruption. Là, finalement, tout le monde est corrompu. Voilà. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est des petites choses comme ça. Il faut avoir le courage. Par exemple, je suivais sur une chaîne de radio locale le président de la Cour suprême, monsieur Gamado Akakov, qui disait que si par exemple un juge a eu une affaire ou bien un magistrat a eu une affaire et le client se déplace à l'endroit de ce dans son bureau, lui tend une enveloppe, il faut que ce client soit arrêté parce que... Pourquoi faut-il qu'il ait le courage que le juge ait le courage? Voilà, maintenant vous allez me dire ici que parce que ce juge... Vous êtes le frère de ce juge qui doit prononcer votre sentence. Vous n'avez même pas d'enveloppe, vous n'avez même pas besoin d'enveloppe. Votre visage déjà est objet de corruption. Oui, c'est pourquoi il faut combattre. Vous n'allez pas me dire que parce que ce juge va traduire cet individu, c'est-à-dire va l'arrêter pour preuve de corruption, vous allez me dire que ce juge a un calcul politique ou bien est en train de viser. Non. Il faut saluer l'acte que pose la personne. Laissons les idées, les arrière-idées, mais l'acte que pose la personne. C'est-à-dire quand on voit, on a l'impression aujourd'hui, quand on regarde les sociétés occidentales, qu'elles ont réussi à maîtriser, mais est-ce que dans le fond, on a zéro corruption? Parce qu'on entend des histoires de paradis fiscaux et tout ça là. C'est comme si eux, ils ont trouvé un moyen, en quelque sorte, de voiler la corruption. Non, tel que vous l'avez dit, on ne peut pas avoir zéro corruption. Ça, c'est impossible. À moins qu'on se trouve dans le paradis. On ne peut pas avoir zéro corruption. Et vous savez, au niveau des Occidentaux, ils ont essayé d'arriver à un niveau donné. C'est pour cela que chez eux, la corruption n'est pas trop visible. Ce n'est pas qu'ils ne font pas la corruption. Ils font la corruption, ils essaient d'aller vers, de poser des actes de corruption, mais c'est parce qu'il y a des instruments juridiques qui font que, eh bien, on le fait de façon... un peu voilé et par rapport aux pays africains. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, on le fait à ciel ouvert. Est-ce que au-delà de tout, peut-être il y a une corruption à grande échelle, mais est-ce que tout acte, par exemple, vous savez, en Afrique, il est de coutume, quand on vous rend un service, vous intéressez la personne. C'est dans les mœurs des Africains. Est-ce que c'est de la corruption? Oui et non. Et c'est la corruption si l'État vous recrute pour rendre un service et que vous rendez service, la personne vous donne de l'argent alors que vous êtes payé pour ce service. Là, c'est une forme de corruption. Là où il n'y a pas la corruption, c'est que si vous m'envoyez, par exemple, je vous rends un service, mais on le fait de façon, à l'amiable. C'est-à-dire que je suis votre ami
et vous m'envoyez pour faire quelque chose, vous me donnez de l'argent pour payer le carburant, tout ça là. Et là, je ne pense pas qu'on puisse parler de corruption. Parce que justement, vous m'avez... C'est une question piège. La question est piège parce que là où je vois... Est-ce qu'entre-temps, le carburant que vous devez utiliser ne rentre pas dans l'exercice de votre service? J'allais même sauter un peu sur vous quand vous disiez tout de suite que l'Occident est pieux dans... Non, je ne dis pas qu'il est pieux. Ils ont les mécanismes. Voilà, c'est pour cela que ce n'est pas trop visible. C'est beaucoup visible quand tu vois un Sarkozy qui va aller anarquer un président et qui le tue après pour pouvoir se placer. C'est trop criant. C'est que justement, on nous a empêché de pouvoir voir les choses de façon concrète. C'est une haute corruption. Vous savez combien de milliards sont partis pour que Sarkozy se mette en place et qu'un jour il vienne et s'assure contre celui-là qui lui donne l'argent. C'est des choses qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites... Qui nous a appris même à corrompre. Ce que vous dites, c'est bien vrai. Sauf que en France, par exemple, parce qu'il a donné l'exemple de Sarkozy, en France, par exemple, on ne peut pas débloquer des fonds pour construire une route. Et après, le ministre bouffe tous les fonds disponibles. Et bon, ici, est-ce qu'il bouffe tout? Peut-être une partie. Non, les gens... Bon, je ne veux pas donner des exemples ici. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se fait? Et le chantier est inachevé. Ouais. Et vous avez dit que ce qui quand va intéresser... l'entrepreneur a pris l'argent pour se quitter... Ce que nous regardons, c'est le degré de formation scolaire qui amène des gens à discriminer le bien du mal. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, des gens agissent par mesure de citoyenneté parce que l'école les a formés à cela. Quand l'école n'a pas formé certaines personnes à certaines valeurs, n'attendez pas que cette personne-là, dans la société, développe ces valeurs. Et je vous disais que traditionnellement, quand nos sociétés africaines avaient ces coutumes, ces valeurs et le respect de ces totems, il y a certaines choses qui ne se faisaient pas. Nous avons laissé tout ça, nous sommes allés à l'école, choses occidentales, nous avons perdu ces valeurs. Peut-être faut-il retourner au moment où la foudre frappait. Vraiment. On va changer de sujet, on va maintenant vers le Mali. La mission d'observation de l'Union européenne n'a constaté aucune fraude, seulement des irrégularités procédurales lors du second tour de la présidentielle au Mali, a déclaré mardi la chef de cette mission, Cécile Kyenge, notant que son mandat n'était pas de juger si les élections sont crédibles. Premier bailleur international du Mali avec 400 millions d'euros versés chaque année au budget de l'État, l'Union européenne a dépêché dimanche 90 observateurs dans 440 bureaux de vote à Gao. Il à l'oignon, cette déclaration de l'Union européenne, est-ce que ça ne prend pas le contre-pied de ce que disait Soumaïla Cissé? C'est vrai que l'UE ne parle pas de fraude, mais d'irrégularité. Cissé parle de fraude. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre les deux? Oui, vous savez, cette communauté internationale, c'est un thème qui commence par aggraver les situations dans nos pays africains. Ici, la communauté internationale est mise à nu. Parce que Soumaïla Cissé dénonce qu'il y a des bulletins de vote qui ont été prévotés. Il y avait bourrage d'urnes. Même son équipe de communication a été arrêtée. Puis on a saisi leur téléphone, les ordinateurs, et puis on a relâché 5 parmi et puis on les a relâchés par la suite. Qu'est-ce qu'on a derrière cela? Maintenant, IBK est monté au créneau pour dire que ces bulletins prévotés qui circulent, les bourrages d'urnes qui ont été constatés, que c'était l'œuvre de l'opposition pour saboter le processus. Maintenant, la communauté internationale se lève et dit qu'il n'y a pas, que c'est quelques irrégularités procédurales. Donc ici, la communauté internationale est mise à nu. Moi, j'attendais à ce que IBK nous dise que le processus a été transparent, équitable, qu'il n'y avait rien. Comme ça, il serait en accord avec cette communauté internationale. Bon, mais au moment où il dit que ce qui se passe, c'est l'œuvre de l'opposition, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc la communauté internationale ne peut pas parler
qu'il n'y a pas... Maintenant, il dit que ce n'est pas son rôle. Et maintenant, il a... cette communauté... Ce n'est pas son rôle de juger si les élections sont crédibles. Mais est-ce qu'il y a irrégularité? Je rappelle que dans le cas du Mali, il y a 23 000 bureaux de vote. Oui. L'UE a dépêché des gens dans 440. Donc, quand on fait le ratio, c'est pas comparable. Donc, sur les 440, peut-être, où était l'Union européenne, ils font leur rapport là-dessus. Non! Attendez! Non, quand on vous dépêche pour superviser une élection, même si vous ne, par exemple, on a 440 bureaux de vote, on a dépêché 90 observateurs. Normalement, vous devez avoir par une alchimie, les autres, c'est-à-dire il y aura une enquête pour que vous connaissiez ce qui s'est passé ailleurs également, parce que vous n'allez pas vous centraliser sur seulement les 90 bureaux de vote. Ouais. Alors là, le travail n'a pas été bien fait. Ouais, bon, frère Gagnon, le problème c'est que nous sommes dans un pays, à l'oignon plutôt, nous sommes dans un pays où il y a une situation de fait, où vous ne pouvez pas circuler comme vous voulez. Ça veut dire qu'on peut vous orienter sur le terrain juste pour vous dire qu'on préserve votre sécurité afin que vous voyez ce qu'on veut que vous voyez. Là, la dame Cécile, je dis qu'à un certain moment, sa déclaration ne reflète que ce qu'elle a vu dans les 440 bureaux de vote qu'on lui a donné, parce qu'on lui a dit qu'il n'y a pas accès facile dans certaines zones. La deuxième chose que je veux faire observer, ne cultivons pas en Afrique ce fait que à chaque fois qu'il y a élection, que le mauvais perdant commence par supputer des fraudes. Parce que nous avons toujours constaté qu'à chaque fois, et puis je suis même amené à dire qu'à chaque fois qu'un parti politique commence par parler de fraude à l'entame même des élections, c'est qu'il est mauvais perdant. Parce que c'est ce que j'ai regardé, et quand on voit, on retrouve que c'est ça. La troisième chose que je veux élever, c'est que, vous voyez, il faut commencer par faire confiance à certaines choses pour réparer redresser le truc là. Vous voyez, il est vrai qu'on ne peut pas parler de zéro irrégularité dans un processus électoral. Et ces irrégularités peuvent ne même pas être l'activisme du gouvernement. Parce que nous savons que dès qu'on va trouver des bulletins prévotés, présignés, on doit imputer au gouvernement qui a organisé le truc une irrégularité, et dans ce cadre, on va annuler le processus électoral parce qu'on se sent inconfortable dans ce qui va se passer. Est-ce que vous voyez? Je ne dis pas que c'est ce qui est fait, c'est juste une analyse et qui n'engage que moi. Donc, il faudrait partir d'un certain nombre, parce que moi, je suis allé jusqu'à voir où est-ce que les fraudes peuvent se situer. Hier, Cissé avait annoncé des irrégularités liées aux listes, où ça semblait être vrai. Est-ce qu'il y a eu amélioration? Est-ce que réellement des gens ont poussé ce processus jusqu'à la fin pour qu'on ait des listes électorales fiables avant d'aller compétir? Quand vous allez à une compétition en sachant que vous êtes parti avec un certain nombre de déficits ou bien d'irrégularités, attendez-vous que le processus se déroule dans l'irrégularité jusqu'à la fin. Pas comme déjà quand l'Union européenne dit qu'il y a irrégularité, Soumaïla Cissé dit qu'il y a fraude. On n'est pas sur la même échelle là-bas. Oui, moi je pense qu'il faut voir les choses autrement. Et l'Union européenne n'est pas arrivée dans le pays pour que l'opposition gagne forcément. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit tout à l'heure que l'Union européenne injecte 400 millions d'euros chaque année dans le pays. Mais vous voulez que l'Union européenne récupère cet argent lorsque le pays est en guerre? Non, c'est-à-dire que l'Union européenne est là pour cautionner une élection afin qu'elle puisse arriver à pacifier le pays. Et pour que, tranquillement, elle puisse continuer à exploiter les ressources minières. C'est-à-dire que nous ne voyons pas les Occidentaux arriver comme si
Ils veulent notre développement. Vous savez, aucun pays, je dis aucun pays, fût-il développé, ne peut jamais chercher le développement d'un autre pays. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Parce que les pays occidentaux ont intérêt à ce que nous végétions dans cette situation pour qu'ils profitent allègrement de notre naïveté peut-être. Hein, parce que, vous savez, les pays occidentaux cherchent plutôt à pacifier nos pays. Ils ne cherchent pas à développer, à les promouvoir. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y ait un calme, une paix pour qu'ils puissent faire leur exploiter business. Tranquillement le pays. Quand mon frère Aïvi était de vociférer, moi je rigolais. Parce que naïvement, il croit que l'Union européenne est là pour pouvoir sauver le Mali. Non! L'Union européenne est là justement pour pacifier le pays afin qu'elle puisse continuer par exploiter tranquillement les ressources minières du pays. Ouais, c'est ça. Je voulais m'inscrire dans ta logique parce que comment ce Mali que nous avions connu, qui devait se passer pour mettre en démocratie en Afrique, en est-il arrivé là, à un mois des élections présidentielles, où il n'y avait pas de problème? Ça veut dire que quelque part, il y avait des événements qu'il faut aller interroger pour comprendre pourquoi et qui aujourd'hui est en train d'orienter tous ceux qui vont diriger ce pays et à quelle fin. Non, au fait, ce qu'il disait, moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu parce que, d'abord, quand vous prenez les Blancs, pour eux, c'est la sécurité et la paix. Sécurité et paix. C'est fini. Le développement, et business. c'est vous-même qui allez concourir à votre développement. Moi, je suis en train d'analyser la déclaration qu'a faite Cécile Kyenge. C'est ce que moi je suis en train d'analyser. Maintenant, les petits intérêts des Blancs qui arrient à pacifier nos pays. Est-ce que vous attendiez à ce que, puisque Soumaïla Cissé a dit qu'il y a des fraudes massives, que l'Union européenne aille dans son sens? Non, attendez. Elle dira ce qu'elle a observé. C'est là où j'aimerais arriver. Vous savez, le problème africain, c'est-à-dire le problème de nos opposants africains, c'est presque les mêmes. Vous allez voir, ils dénoncent des fraudes, ils dénoncent Bourradjouine, ils dénoncent qu'on les a gagnés, mais ils n'arrivent jamais à démontrer là où on les a gagnés, là où ils ont gagné, là où. Imaginez, c'est une élection à 2 tours. L'opposant Soumaïla Cissé disait que ils sont en compilation de leur résultat. Ils étaient arrivés à 51,4 contre 40 et quelques à 48 pour le président sortant, Ibeka. Mais normalement, ce qui veut dire qu'ils ont automatiquement gagné au premier tour. Maintenant, pourquoi ils ont accepté aller au second? Oui, c'est-à-dire, ils disaient qu'ils comptent déjà 51 contre 40 quelques. C'est la CENI qui donne, c'est oui, le ministère de l'administration qui donne les résultats. Si vous voulez contester, il aurait dû boycotter le second tour. Mais c'est que ça ressemble, non, attendez, ça ressemble à ce que nous constatons. On va parler des gens ont accepté aller aux élections avec le président. Maintenant, il demande sa démission, il demande transition. Oh, vous avez accepté aller aux élections avec la personne. Les élections fonctionnent. Mais c'est vraiment paradoxal. Il faut que nous opposants arrivent quand même dans la continuité de la logique des oppositions africaines. Bon, avant de répondre à cette question, moi, je voudrais revenir sur un aspect de l'intervention de mon frère Aïvi, quand il disait que les oppositions africaines ne disposent pas de preuves par rapport à leurs déclarations. Et pourquoi, lorsqu'il s'était agi de la compilation des résultats, on avait arrêté les gens? On avait vu le même cas au Togo. Je pense en C'est-à-dire 2010. que oui, les gens compilaient les résultats, on les arrête. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est pas la politique, c'est pourquoi la politique c'est marché sur l'autre. C'est-à-dire si vous avez Oui, d'accord, on va pas entrer dans ce débat. Je propose, on doit regarder le journal, on va marquer la pause. On revient après le journal.